Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, très nombreux, assez équipés. Vous avez plus d'impairs, de kawaii et de plaids que nous, mais on va essayer de bien se tenir sur scène. On va passer 1 heure et demie ensemble. Alors évidemment, on va être d'abord dans un temps de dialogue entre Cécile et Vincent, avec Cécile et Vincent pour ma part, et puis ensuite il y aura un long temps d'échange et de questions possibles pour vous si vous voulez leur poser des questions. On accueille donc aujourd'hui Cécile Canu qui est sociolinguiste et Vincent Debanne qui est historien de la littérature et historien des sciences sociales. Vous trouverez à la librairie sous le Barnum là-bas leurs livres et notamment pour Cécile Provincialiser la langue aux éditions Amsterdam, et puis le dernier livre de Vincent Debanne qui est sorti cette année, hein, ouais. En avril, La source et le signe, dans la collection La librairie du 21e siècle au Seuil, je le précise parce que c'est une collection que j'aime beaucoup. Donc je disais une sociolinguiste et un historien de la littérature et des sciences sociales qui ont en commun de nombreuses sources sur lesquelles d'ailleurs nous reviendrons tout au long de cette rencontre, mais aussi un corpus des sources pas si connues que ça. Donc c'était assez engageant en fait de les faire déjà dialoguer dans la tête en les lisant l'un et l'autre en vis-à-vis. Et puis des sources communes donc, mais dont vous faites un usage pas toujours équivalent, qui parfois est contrasté, pas toujours, pas systématiquement très contrasté, mais qui parfois peut être contrasté, et ce sera évidemment intéressant. Ça tient au fait que vos objets ne sont évidemment pas les mêmes, et ça tient aussi à votre attachement disciplinaire, même si l'un comme l'autre, vous braconnez largement en dehors de vos disciplines, ou plutôt vous tenez l'un comme l'autre à des points disciplinairement très ouverts, avec des ponts avec la littérature, avec la linguistique, mais on va bien voir qu'est-ce que veut dire la langue, qu'est-ce que veut dire la linguistique. Vous avez aussi en commun de travailler tous les deux sur les effets de la colonisation sur les pratiques de discours et sur la langue. Vous tenez tous les deux la langue comme une praxis, comme une pratique, tout en interrogeant les catégories avec lesquelles nous, on l'attrape, mais avec lesquelles d'autres avant nous, y compris il y a 100 ans, l'ont attrapé en contexte colonial. Et puis ces catégories, ça va être littérature, langage, discours, parole, récit même. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça nous renvoie quand on reconsidère ça au tamis d'une perspective décolonisée. On va voir aussi ce qu'il reste de cet ordre colonial de la langue dans notre imaginaire linguistique, certes, mais politique, évidemment. On va voir ensemble quelle marge de manœuvre les acteurs, les actrices ont aussi pour dire, pour écrire, et quel statut on donne finalement à la parole des dominés ou à la parole des colonisés, selon à quelle époque on se situe, en tout cas à la parole de ces acteurs et de ces actrices en situation de subordination, soit au temps des colonies, soit en contexte postcolonial. Alors évidemment, ça pose la question que vous écrivez d'ailleurs, Vincent, qu'est-ce qu'écrire en pays dominé et qu'est-ce que lire en pays dominant ? Et c'est pas du tout anodin de poser cette question-là ensemble, dans ce couple-là, parce qu'on va parler de réception, on va parler d'écoute aussi, et de qu'est-ce qu'on entend par recevoir ces auteurs, ces autrices, mais ces actes langagiers, ces pratiques langagières-là, qui parlent, et pour m'inspirer beaucoup de ce que Cécile peut écrire, de quoi ça parle quand on parle et de quoi ça parle quand on parle de la langue. Alors je vais justement commencer par vous, Cécile. Est-ce que je me trompe si je commence par dire qu'effectivement la langue, ça ne va pas de soi ? Qu'est-ce qu'une langue ? Ça ne va pas de soi. Vous dites qu'il faut même relativiser la notion de langue, de pratique langagière, mais de langue. Pas seulement du fait d'une créolisation et qui vient déstabiliser le monument linguistique, la langue comme monument, donc pas seulement du fait de cette créolisation, même si elle existe, mais aussi parce que la langue, c'est le produit de conditions historiques, politiques, sociales, bien sûr. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez cette
bon, c'est pas vraiment une blague, on n'est pas au comble de l'humour, mais cette phrase entre linguistes, entre sociolinguistes, qui est de dire les langues, ça n'existe pas. Alors vous êtes venus pour 1h30 autour de la langue, mais en fait, ça n'existe pas d'après les sociolinguistes. Cécile, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de relativiser la notion de langue ? Merci beaucoup Chloé, merci Emmanuel Favre pour cette invitation, parce qu'on est vraiment ravis, enfin moi personnellement, d'être ici. Son introduction, je trouve, nous donnait déjà une indication sur la voie à suivre et qui correspond effectivement à des questionnements autour de la colonisation qui sont importants et qui sont d'actualité. Et effectivement, je pourrais répondre à cette question, Chloé, en repartant de ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est donc sociolinguiste ou anthropologue du langage, on est confronté à quelque chose qui ne va pas quand on commence ce qu'on appelle le terrain. Donc moi, personnellement, c'était au Mali, où j'avais dans les années 90, l'idée de rendre compte de ce qui se passait, de ce qui s'appelait à l'époque, ça vient d'Anne-Marie Houdbin, qui était ma directrice de thèse, les imaginaires linguistiques. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Pourquoi 30 ans à l'époque après les indépendances, le français était toujours langue officielle, ce qui n'est plus depuis très peu au Mali, mais en tout cas qui est resté longtemps, et qu'il y avait plein d'autres langues qui étaient parlées. Et en fait, les pratiques langagières, c'est-à-dire ce qui fait que quand on est sur un terrain et qu'on commence à parler, à discuter, à apprendre ce qui est parlé là où on est, on pourrait dire apprendre les langues, puisqu'à l'époque, c'était apprendre le bambara à l'INALCO, par exemple. Et donc, on est pétri de cette notion de langue, parce qu'on se dit, on va sur un terrain, on va apprendre une langue, etc. Et en fait, ça ne marchait pas du tout comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on est déjà, selon les lieux, face à des pratiques langagières et qui ne sont plus des langues figées, que l'on peut décrire, que l'on a apprises dans des grammaires, dans des dictionnaires. On est face à une hétérogénéité extrêmement forte. Et donc, on fait l'expérience de cette hétérogénéité. Et moi, c'était à Kita, je ne vais pas vous donner des détails, mais où tout d'un coup, en fait, c'est pas vraiment le bambara, c'est ce que les gens pourraient appeler le maninkakan. Et puis, maninkakan, c'est pas tout à fait pareil que le malinké, en fait. Et ça n'arrêtait pas de bouger. D'une part, il y avait cette dimension qui faisait que les pratiques langagières n'étaient jamais conformes à ce qu'on avait appris, nous, dans les livres ou grâce à nos professeurs, au Langso, etc. Et qu'en plus, dans ces fameux imaginaires linguistiques, ça ne marchait pas comme ce qu'on nous l'avait aussi prescrit en France, enfin, évoqué en France, et notamment parce que la norme prescriptive, qui est extrêmement forte ici en France, c'est-à-dire qui renvoie à cette idée que il faut parler de telle manière, c'est le professeur qui va mettre dans la marge un certain nombre de... La langue monument. Oui, et ça, c'est du coup un rapport au langage qui n'était plus le même. Alors, à partir de là, se pose un tas de questions, c'est-à-dire que si... Peut-être, ce n'est pas de dire que la langue n'existe pas. Ici, en France, la langue, elle existe. On peut comprendre pourquoi elle existe. Il y a une histoire de cette existence, c'est-à-dire d'un objet clos sur lui-même, qui est devenu ce que moi j'appelle l'ordre de la langue, c'est-à-dire qui répond à un ordre, qui répond à des mots d'ordre, pour citer Deleuze notamment. Mais à partir du moment où on est dans un autre contexte historique, ça ne marche pas. Et de fait, ça veut dire que cette notion de langue, elle est à retravailler. Et à partir de là, les pratiques langagières, c'est-à-dire cette hétérogénéité permanente qui touche tous les domaines de ce qu'on appelle la linguistique, que ce soit la syntaxe, la morphologie, le lexique, etc. En fait, ça nous oblige à penser autrement le rapport au langage. Et ce rapport au langage au Mali, en l'occurrence, il ne passait pas notamment par cette norme prescriptive. Donc, il passe par autre chose et il implique de penser que la conception du langage puisse être différente. Donc, à partir de là, après, on peut réfléchir à du coup, comment la langue s'est construite en Europe et comment les colons vont utiliser ces constructions, ces conceptions, et comment les Maliens, puisque c'était pour moi le cas du Mali, vont réagir et essayer
de trouver des places, des positions dans ce cadre, ou bien de s'en extraire. Donc voilà, après ça peut faire le lien avec Vincent, c'est-à-dire comment les écrivains, notamment dans l'entre-deux-guerres, vont faire face à ça. Oui, justement, Vincent, je le disais tout à l'heure, vous vous inscrivez, vous, dans le champ de la littérature. Alors ça rend votre approche très singulière et assez innovante, je dois dire, dans le champ littéraire. Mais vous êtes aussi historien en sciences sociales, historien des sciences sociales. Et justement, ce que vous mettez en évidence, c'est au fond un grand partage, une séparation entre ce qu'on a considéré comme de l'anthropologie, ce qu'on a considéré comme étant littérature, et la parole indigène. Cette séparation, ce grand partage, il féconde une violence souterraine, hein, mais aussi il est révélateur d'un impensé qui nous travaille. Ouais, bon, d'abord, moi aussi, je voulais quand même commencer par remercier et Emmanuel et le festival, et vous, toutes et tous, d'être présents. C'est un peu intimidant, mais ça fait très plaisir en même temps. On n'a pas souvent l'occasion de partager avec tant de monde ces travaux. Oui, en fait, que dire ce qui m'a intéressé dans ce livre, et je pense que la connexion va se faire en fait au fur et à mesure avec ce qu'a écrit Cécile. Mais donc moi je me suis intéressé au premier texte écrit en français par des individus africains qui, la plupart du temps, étaient sujets indigènes de l'Empire français. Donc en gros, à partir de 1910, pour la première fois, on a des Africains qui écrivent des textes en français. Et donc, je me suis interrogé sur le statut de ces écrits, c'est-à-dire comment on les considère, comment ils étaient considérés à l'époque et comment on peut aussi les lire aujourd'hui. Et donc, effectivement, au départ, il y a une sorte d'hésitation qui ne concerne pas simplement les écrits africains, mais disons qu'un écrit, ça peut être de la science, ça peut être de la littérature, ou alors ça peut être l'objet d'autres discours, et ce qui était le cas ici, en fait. En ethnologie aussi. En ethnologie, voilà. Donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont ces écrits africains, donc en gros, on a sollicité des indigènes qu'on appelait des indigènes lettrés, qui étaient des indigènes donc francophones, qui avaient appris le français. On leur a demandé de parler parce on a eu besoin, l'administration, l'autorité coloniale avait besoin de leur expertise, de leur savoir pour pouvoir mieux gouverner, tout simplement. On avait besoin de savoir comment ça se passait, les transmissions d'héritage, quels étaient les usages, les coutumes, etc. Donc on a sollicité cette parole. Mais en même temps, cette parole, on a déployé toutes sortes de stratégies pour empêcher que cette parole soit reconnue à sa juste valeur comme véritablement un discours, une prise de parole. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte de tripartition, parce que cette parole, elle pourrait devenir, et les sujets parlants, en l'occurrence, elle pourrait devenir une sorte de savoir, et donc devenir une sorte de science. Elle pourrait devenir une sorte de littérature aussi. Mais il y a toute une série de dispositifs de pouvoir qui la ramènent constamment au statut de source qui lui... comme une sorte d'insuffisance, en fait, en quelque sorte, qui l'empêche de se déployer ou d'être reconnu de plein droit, ou comme un texte, comme un écrit littéraire ou comme un écrit savant. Alors on reviendra à cette question de cette opération de labellisation, à cette question du statut et en fait à la place du chercheur aussi, qui sous-tend en fait toute cette violence symbolique, violence épistémique dans l'acte de connaissance. Mais tout d'abord un mot, parce que vous travaillez sur la littérature indigène, tout en faisant votre affaire du mot indigène. Alors ça, je pense qu'il faut d'emblée commencer par là, parce que est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tout en historicisant, en déconstruisant évidemment la manière dont on labellise indigène, en fait, vous continuez à l'utiliser, mais en le décalant, bien sûr. Oui, alors c'est compliqué. Donc voilà, le livre, il s'appelle le sous-titre, c'est Anthropologie, littérature et parole indigène. Et mes éditeurs étaient un peu inquiets, en disant, t'es sûr, vraiment indigène, est-ce qu'on emploie encore ce terme-là, etc. Tu vas avoir un retour de bâton. Alors d'abord, en l'occurrence, je dois avouer que je suis assez étonné parce que personne, pour l'instant, m'a jamais rien dit. On m'a pas reproché d'employer ce mot. Mais pourtant, c'est dans le livre aussi. Mais bon, c'est vrai aussi que j'essaie de défendre l'emploi de ce mot. Alors, justement, comment vous le défendez ? Alors, il y a plusieurs façons de le défendre, mais là, il y a une façon d'abord historique consistant à dire indigène, c'est un statut juridique dans l'Empire français. Donc il y a des citoyens, en général
qui habitent l'Hexagone, et puis les sujets indigènes de l'Empire, qui sont les populations colonisées. Elles n'ont pas les mêmes droits, elles n'ont pas les mêmes devoirs, etc. Donc c'est un statut, c'est une sorte de statut juridique inférieur. Donc indigène, d'abord, c'est une réalité objective. Je veux dire, c'est les auteurs en question, Moussa Travelé, cet auteur malien dont nous parlons tous les deux, qui fait partie de ces sources que nous avons en commun, Moussa Travelé, c'est un sujet indigène. Donc il y a pas, bon, c'est une première façon de justifier l'emploi du terme. La seconde façon de justifier l'emploi du terme, ça consiste à dire c'est comme ça qu'ils se concevaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'emplois du terme indigène en première personne. Moussa Travelé dit voilà, moi je suis un indigène lettré, je fais un appel à mes camarades indigènes lettrés. Paul Azoumé dit je suis un instituteur indigène. Même Léopold Sédar Senghor peut se qualifier lui-même d'indigène, en tout cas dans les années 30. Et puis vous avez Léon Gontran Damas qui va se faire le promoteur d'une poésie indigène de langue française. Vous avez la revue indigène en Haïti. Et donc, évidemment, c'est problématique de prendre le mot indigène parce que avec le terme indigène, au terme indigène sont associées des connotations coloniales. Par exemple, en anglais, quand à l'ONU, il y a eu cette déclaration pour des droits des peuples autochtones, enfin, en anglais, donc c'était Indigenous, je ne sais plus comment s'appelle le texte, le texte officiel, ça date de 2006-2007. À l'ONU, il y a eu cette charte consistant, qui s'appelait comment pardon, le titre anglais m'échappe, du coup, c'était... je vous dis ça tout de suite. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Et en français, on n'a pas repris le terme indigène, parce qu'on s'est dit, oh là là, indigène, c'est vraiment trop colonial, donc c'est devenu Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc, mais il faut bien voir que si on dit autochtone, ça veut dire qu'on dit à ces gens qui se considéraient eux-mêmes comme indigènes, non, vous vous trompez, vous n'êtes pas indigène, vous êtes autochtone. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Il y a aussi une forme de violence dans le fait de retirer à un locuteur une autodénomination. Il se nomme lui-même, il se conçoit lui-même comme indigène. Il y a des anthologies indigènes par des indigènes, il y a une revue indigène par des auteurs haïtiens, il y a une anthologie de poésie indigène d'expression française et donc il y aurait une forme de violence de la part du chercheur du présent, d'aujourd'hui, de dire, un peu avec une forme de condescendance, le pauvre, il s'appelait indigène. Ou entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Et en fait, moi, je pense que il n'y a pas de bonne solution, si vous voulez. On peut dire, dans certains cas, il faut dire autochtone, je pense. Enfin, vous dites parfois autochtone. Parfois, je dis autochtone, mais je pense qu'en tout cas, c'est pas un problème qu'on peut résoudre comme ça en disant non, moi je dis plus indigène, je dis autochtone, parce qu'en disant indigène, je reconduis la colonie, en disant autochtone, je la reconduis pas. C'est pas vrai du tout. Il y a des emplois coloniaux du terme autochtone, et donc ça touche en fait très directement au problème qui est le mien, qui est en fait vous parliez de violence épistémique, enfin en tout cas la condescendance. Expliquer les violences épistémiques pour que tout le monde parle le même langage. Bon, c'est un concept un peu compliqué, mais c'est pas compliqué. Le terme est compliqué, mais finalement l'idée est assez simple. C'est l'idée que quand on crée des objets de savoir, on leur fait violence, tout simplement. Donc si on décide d'étudier... C'est-à-dire que les gens deviennent des objets de savoir. Voilà, les gens, des sujets deviennent des objets de savoir, et donc il y a une forme de violence dans ce geste-là. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'en fait, c'est important. Je voulais mettre le doigt sur le caractère faussement simple qui consiste à dire non, moi j'emploie plus ces termes-là. Parce qu'en fait, non, c'est pas vrai. Il faut employer ce terme-là si on veut être aussi fidèle à la façon dont les gens se pensaient eux-mêmes. Et je pense que l'historien, c'est d'abord sa première mission, si vous voulez, c'est de comprendre le passé dans ses propres termes. Cécile, vous n'employez pas le terme indigène. Non, c'est vrai que c'est une question très importante parce que elle se pose tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait le bon terme pour définir des personnes, des actes. Et en fait, je crois qu'il n'y a jamais de bon terme. On a eu tout ce débat autour de la notion de migrant qui est devenu exilé parce que, bon, c'était quand même migrant. Voyageur, avec une euphémisation. Certains ont dit voyageur. Oui, mais voyageur, enfin...
Au Mali, les gens se disent aventuriers. Moi, j'ai défendu aussi à un moment donné le terme aventurier quand on travaillait, parce que les gens eux-mêmes se définissaient comme aventuriers et ils tenaient à ces termes. Donc, c'est très complexe, mais c'est vrai que moi, j'ai opté, et du coup, pour une hétérogénéité, là aussi, des possibilités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent indigènes, et donc ils rêvent. Voilà, il y a vraiment, enfin, vous le défendez très, très, très bien dans votre livre, mais c'est aussi à certains, justement au Mali, quand j'étais face à des personnes qui se définissaient elles-mêmes, en fait, on voit bien qu'il y a une pluralité d'autodéfinition, mais qu'on peut capter. Alors là, c'est impossible parce qu'on n'a plus que les textes, hein, donc on prend les termes qui sont dans les textes et vous les prenez et c'est tout à fait justifié. Après, moi, je me souviens qu'il y avait un certain nombre de pluralités de termes pour des tas de choses, donc pour les migrants, par exemple, mais aussi dans le cas de... C'est comme pour le mot langue. C'est des questions de traduction aussi qui sont... Parce qu'on a traduit en bambara « quand », qui veut dire en fait plein de choses par langue, alors que ça veut dire parole, que ça veut dire parler, que ça veut dire un acte de parole. Enfin, et donc là aussi, il y a tout un tas de possibilités qui est intéressant de garder et donc de jongler avec ça, mais de toute façon de contextualiser. À partir du moment où on contextualise, voilà, après ce sont des choix personnels qui se justifient, qu'on justifie. Vous, votre texte, Vincent, il est vraiment complet du point de vue, à chaque fois vous justifiez énormément les choses, c'est très bien, de ce point de vue-là, non mais c'est bien. On va revenir sur ces opérations d'assignation et finalement qu'est-ce qui reste de marge de manœuvre, d'agentivité, de pouvoir d'agir pour les acteurs, les actrices, les locuteurs, les locutrices ou les auteurs, les autrices. Mais puisque, Vincent, vous avez prononcé le mot savoir tout à l'heure, on peut peut-être revenir sur le fait que c'est très français, cette absence de point de vue indigène dans ce qui était à l'époque l'ethnologie et qui est devenu l'anthropologie ensuite. Ouais, alors ça c'est un... Oui, Parce que l'ethnologie a parlé la langue de la puissance coloniale. Oui, alors pour différentes... Donc ça c'est en fait le point d'entrée dans le livre. Et c'est votre précédent livre aussi, là, c'est vos voyages. C'est mon précédent livre. Donc ça vient... Il se trouve que j'ai enseigné pendant 10 ans aux États-Unis et que tout en travaillant sur l'anthropologie française, et donc j'étais confronté à une tradition anthropologique qui était assez différente. Et je me suis aperçu qu'une des grosses différences en fait entre la tradition, disons, anthropologique française et la tradition anthropologique, disons, anglophone américaine, c'était la notion de point de vue de l'indigène. En fait, la notion de point de vue indigène est quasiment absente de la tradition française, et on n'en trouve pas, on ne parle pas de ça, alors que la question du native point of view est absolument centrale dans l'anthropologie britannique et encore plus américaine. Et plus généralement, disons, notamment dans l'anthropologie américaine, le travail anthropologique, donc le travail de compréhension des mœurs et des coutumes autre que celle de l'enquêteur, ce travail-là, il est pensé comme un dialogue. C'est-à-dire que fondamentalement, l'indigène, c'est une voix, c'est une parole, c'est un travail de traduction, alors que dans la tradition française, l'indigène, c'est un objet. C'est un objet. Et c'est un objet du discours savant, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est de là que je suis parti, en fait. Et notamment de l'absence, en fait, dans la tradition américaine, vous avez des ethnographes indigènes. C'est-à-dire, vous avez des membres des populations étudiées qui sont eux-mêmes anthropologues. Donc, vous avez George Hunt, enfin il y a quelques figures comme ça célèbres. Bon, alors dans le cadre britannique, vous avez le cas fameux de Kenyatta. Kenyatta, le premier leader indépendantiste du Kenya, premier président aussi du Kenya indépendant. Kenyatta a été formé comme anthropologue par Malinowski à Londres dans les années 30. Et donc, il y avait cette possibilité dans les structures à la fois les structures éducatives, les structures universitaires, si vous voulez, et les structures impériales d'Angleterre et des États-Unis, la possibilité d'indigènes, d'autochtones, si vous voulez, lettrés, formés, qui deviennent à leur tour des savants. En France, c'est impossible. Ça n'existe pas avant les années 60. On ne conçoit pas qu'un Africain soit africaniste, ce qui est quand même dingue.
quand on réfléchit. On ne parle pas pour soi. Voilà, on parle pas. Et donc en fait, alors en fait, il y a un Africain qui contribue au journal de la Société des Africanistes avant 1960, c'est Léopold Sédar Senghor. Il écrit trois articles de linguistique en 1943, 44 et 47. Mais sinon, vous avez ce grand journal de la Société française, Société des Africanistes, ce grand journal basé au Musée de l'Homme, qui paraît, enfin je ne sais plus le rythme de parution, mais enfin qui paraît de 1930 à 1960, sans aucune signature africaine. Et donc, comme si, encore une fois, on ne pouvait pas être à la fois observateur et observé. Et donc, c'était, voilà, donc, globalement, si vous voulez, la question, c'est la question d'une forme de violence ou de violence symbolique associée à des pratiques de savoir qui pourtant apparaissent et se présentent et se pensent elles-mêmes comme neutres, objectives, etc., etc. Cécile, cet ordre linguistique colonial, est-ce qu'il ne passe pas aussi par un autre grand partage entre l'écrit et l'oralité ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on a inventé les langues orales, cette catégorie de langues orales, comme une façon polie mais masquée de folkloriser à côté de la fétichisation de la langue écrite ? Oui, en fait, pour prolonger ce que disait Vincent, c'est-à-dire que dans ce cadre, parce qu'on est aussi dans des cadres scientifiques, alors qui se disent scientifiques en tout cas, plus ou moins complexes, qui au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, s'inscrivent aussi dans des approches des personnes comme des pratiques langagières ou littéraires, etc., qui nécessitent de s'inscrire dans un travail qui est le travail philologique, qui est aussi très présent en Allemagne, de voir comment les langues évoluent, comment elles sont construites, quelles sont les filiations, les langues mères, les langues filles, etc. Et donc de réduire d'un côté la langue à cet objet dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'en Afrique, on va découper les petites nations pour essayer de trouver à quoi correspond une ethnie, une langue. On invente soit des langues, soit des ethnies pour essayer de cartographier comme ça l'Afrique. Donc d'un côté, on a cette objectivation qui n'est pas présente qu'en Afrique, mais qui va être importée en Afrique. Et de l'autre côté, dans ce déni de contemporanéité, puisque c'est ça qui va faire qu'aucun des auteurs africains, par exemple, ou des chercheurs ne publient ou ne soient reconnus, on va avoir du coup une focalisation sur l'oralité. C'est-à-dire que l'oralité renvoie, alors c'est tout un tas de paradigmes comme ça qui s'opposent entre civilisation et sauvagerie, entre logique, raison et passion, émotion, instinct, où sans cesse, évidemment, les Africains vont être renvoyés du côté aussi du point de vue scientifique, par exemple, des langues qui ne sont pas des langues synthétiques, qui ne sont pas des langues flexionnelles, il n'y a pas de flexion, donc on cherche évidemment à faire en sorte que les langues renvoient à ce qu'on appelle les langues agglutinantes, isolantes. Bon. Et sans cesse, donc, il y a une partition, et l'oralité va s'inscrire effectivement aussi dans ce cadre, où on va renvoyer, alors ça c'est un peu plus tard, dans la littérature, au moment où, même après les indépendances bien sûr, où il va y avoir des écrivains qui sont publiés, qui sont un peu plus reconnus. Donc moi j'avais à l'époque travaillé sur Massama Kandiabaté, comme je le dis dans le livre, et on va chercher, l'objet c'était toujours de renvoyer à cette dimension de l'oralité, alors qu'il y avait des pratiques d'écriture, notamment en arabe, notamment, et puis dans l'Afrique est très grande, donc là je réduis à l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est ce que je connais, mais il y avait des pratiques d'écriture, même en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le Nko, par exemple, et ces pratiques sont totalement silenciées, elles ne sont pas du tout reconnues. L'arabe va très vite être évincé de toute approche scientifique, alors que pour les Peuls notamment, c'était quelque chose de très important, l'écriture en arabe. Et de fait, on va renforcer cette approche de l'oralité pour renvoyer. Alors après, on peut rattacher
tout ça, un tas de discours en fait qui traversent les écrits scientifiques ou les écrits des colons, qui renvoient même à la dimension de la du non-sens, c'est-à-dire du cri, du rythme, des Africains qui de toute façon sont dans le rythme, dans une parole qui n'a pas besoin finalement, qui n'est plus de l'ordre de la raison, donc mais qui est caractéristique de leur mentalité. On trouve ces termes-là aussi. Donc oui, il y a un grand partage qui va faire que dans les années qui suivent les indépendances, enfin moi je me souviens même dans les années 90, on cherche les traces d'oralité dans l'écriture, ce qui est quand même un objectif un peu étonnant quand on y repense, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre encore une fois les textes écrits comme des vrais textes et des auteurs comme des vrais auteurs, on va sans cesse les ramener à ce qui serait de l'ordre toujours de cette dimension non rationnelle, non logique, etc. Ils sont dans l'oralité. Ouais. En se posant assez peu finalement la question d'un raffinement de la pensée de l'oralité. J'ai en tête votre exemple en bambara du mot, alors ça se dit can, quand, oui. Qui peut signifier langue parlée, voix, parole, son, bruit. Ça n'a rien à voir. On calque, enfin, de toute façon, jusqu'il n'y a pas très longtemps, toutes les études, les publications qui vont concerner les questions langagières, voire un petit peu aussi littéraires, on va calquer tout un tas de représentations que l'on a. Donc, pour revenir à la notion de quand, de langue, c'est évident qu'on n'arrive pas à ce moment-là à imaginer que le langage, c'est pas la langue, et que le langage ou les pratiques langagières, comme on les appelle, ce sont des pratiques d'action. Ce sont des agirs en fait, et que on peut le retrouver dans plein d'exemples de pratiques. On peut prendre le plus connu, qui est par exemple la pratique des griots, des chants, qui en fait sont des manières d'agir sur le monde, donc des vrais praxis, et qui ne sont pas des objets que l'on va peaufiner, que l'on va apprendre, que l'on va transmettre. Ça, c'est quand l'école coloniale arrive que cette conception va s'imposer. Et que, en fait, tout le système de traduction, là, c'est des questions de traduction qui sont très intéressantes, renvoie à ce qui, depuis la France, en tout cas en France, mais même en Europe en général, constitue l'objet primordial, qui est de décrire les langues. Et pas forcément... Alors, il y a des hiérarchisations qui se font. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir les langues flexionnelles, c'est toujours les langues européennes, parce que c'est les vraies langues. Mais il y a aussi, on a en commun la source de la Fosse, oui, qui est un administrateur colonial, Maurice de la Fosse, qui est très que les gens souvent citent, comme je vois dans ton livre, c'est très intéressant. Ici, c'est quand même, il y a des gens qui sont bien parce que ils s'intéressent à nos cultures, ils décrivent nos langues et probablement qu'ils les parlaient et qu'ils étaient vraiment ce qu'on appelle dans une forme d'essentialisation de la culture africaine, toujours au singulier quand même, mais quand même avec ce souci de vouloir absolument reconnaître qu'il y a une civilisation africaine, parce que quand même c'est ce qu'il dit de la Fosse. Et en même temps, on voit qu'ils sont traversés par des discours, ces colons, ces administrateurs coloniaux qui se font scientifiques, en fait, qui écrivent des livres. Dans les années 90, de la Fosse était quand même encore une référence pour son dictionnaire en bambara, ce qui était quand même assez fou. Mais ils vont être traversés par un certain nombre de discours scientifiques de l'époque qui font totalement l'impasse sur d'autres manières de percevoir le langage, sur cette dimension qui n'est pas d'un découpage d'une nation, une langue, une identité, une culture, etc. Vincent, Cécile vient d'évoquer la différence entre la langue et le langage, que le langage est une praxis et pas seulement la langue. Je reviens à votre sous-titre, pas tellement pour parole indigène, mais pour le mot parole. Alors, sur quoi vous travaillez finalement? Sur une parole ou sur un langage? Oui, alors en fait, le terme de parole ici, il est un peu... C'était une façon de dire que
c'était une façon d'abord de marquer la singularité de l'anthropologie, si vous voulez, par rapport, ou aussi, j'imagine aussi la sociologie, la linguistique, etc. Mais disons que par rapport aux autres sciences humaines, l'histoire notamment, la sociologie, la singularité de l'anthropologie et de l'ethnologie, c'est qu'elle travaille non pas avec des documents, pas avec des statistiques, elle travaille avec une parole, c'est-à-dire qu'elle travaille avec un discours recueilli auprès de ceux qu'on appelle les informateurs, les enquêtés quelquefois, etc. etc. Donc l'idée de parole indigène, c'était d'abord ça, c'était l'idée de signaler ou de rappeler qu'en fait, derrière tout discours à vocation anthropologique, il y a d'abord quand même quelqu'un qui parle. Et quelqu'un dont on écrit ce qu'il dit, puisque dans ethnographie, il y a graphie. Voilà, alors c'est ça, quelqu'un dont ensuite on consigne, on transcrit la parole quelquefois, ou quelqu'un aussi à qui on demande d'écrire, ce qui est plutôt le cas en fait des individus dont je m'occupe, en fait, qui sont en fait des gens qui en fait ont un rapport ethnographique à leur propre personne, et donc ils vont, à la demande de l'administration coloniale, rédiger des études sur, encore une fois, d'abord, la première occurrence, c'est un dictionnaire, parce qu'en fait, ce dont a besoin l'administration coloniale, c'est d'abord de moyens de communication. Donc le point de départ, c'est effectivement Moussa Travelé, petit dictionnaire français Bambara, préfacé par Maurice Delafosse, parce que ces indigènes lettrés sont sollicités, encore une fois, pour leurs compétences, et donc on leur demande d'écrire, voilà, des mémoires, enfin il y a toutes sortes de choses, des articles, etc. Mais ce qui est toujours intéressant, enfin ce qu'on a aussi en commun, c'est de voir que, en même temps qu'on leur donne la parole, en même temps et en l'occurrence on leur donne plus que la parole, on leur demande d'écrire, on va à la fois leur donner la parole et empêcher ou s'arranger pour que cette parole ne soit pas complètement prise au sérieux, pour qu'elle ne soit pas considérée véritablement comme une parole experte. Parce qu'évidemment, si on considère que c'est une parole experte, alors du coup on reconnaît à l'indigène une autonomie qui est contradictoire avec l'idée même de colonie. Puisque l'idée de colonisation, c'est l'idée que l'indigène doit recevoir sa loi d'ailleurs. Mais s'il est lui-même autonome, c'est-à-dire si c'est un sujet parlant autonome, capable d'être expert, alors du coup, ça entre en conflit, si vous voulez, avec le principe même de la colonisation. Vous parliez de Senghor tout à l'heure. Sur l'oralité, il a évolué. Oui, alors... bon... Oui, vas-y peut-être. Non, vas-y. Il est très. Est-ce que je peux résumer? Il est très réticent au début ou très est-ce que je peux dire méprisant? En tout cas, il reproduit une forme de. Bon, je commence. Et après, il fait une collecte. Voilà, c'est ça. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Senghor, c'est un personnage quand même complètement fascinant pour plein de raisons, mais d'abord pour son évolution, parce que c'est quand même Senghor, c'est vraiment le super bon élève du système colonial francophone. C'est vraiment, et c'est un prodige, c'est vraiment un prodige scolaire. Il faut comprendre que Senghor, c'est quelqu'un qui ne parle que le sérère jusqu'à 7 ans. À 7 ans, il apprend le latin, le wolof, le français, et il fait toute sa scolarité en français, et il devient agrégé de grammaire. Donc, c'est quand même... Ça, c'est un vrai transfuge de classe. C'est autre chose. C'est un peu autre chose que les transfuges de classe dont on nous rabat les oreilles. Et donc, bref, Senghor, donc, au départ, c'est un pur produit de l'école coloniale. Et il a, quand il arrive à Paris, des discours en fait, qui sont ceux des administrateurs. Qui consistent à dire, effectivement, la littérature africaine, c'est pas vraiment possible parce que il y a des littératures, mais en fait, en gros, les Africains ne maîtrisent pas assez bien le français. Et la littérature orale, c'est pas vraiment de la littérature. Et il distingue la prose africaine de la poésie pure. Voilà, et alors justement, le truc c'est qu'il y a cette espèce de basculement à la fin des années 30 où Senghor, d'un coup, alors qu'il disait encore une fois qu'il n'y avait pas de littérature africaine possible, il va dire en fait il y a une littérature africaine, c'est la littérature orale, c'est la poésie populaire. En l'occurrence de son terroir d'origine, puisqu'il va entamer une thèse d'ethnologie fondée sur la collecte de poèmes-chants dans la région du Fadiout, en fait au sud du Sénégal, enfin sur la petite côte du Sénégal. Et donc voilà, Senghor est quelqu'un qui, au départ, méprise l'oralité dans une perspective, au fond, qui est celle de ses professeurs et des administrateurs coloniaux, qui ensuite va revendiquer va promouvoir une poésie africaine
en langue africaine et va y voir la source de la négritude, va en faire la source de la négritude. C'est-à-dire, va dire, au fond, s'il y a une vraie poésie noire qui se développe maintenant à Paris dans les années 30, à la fois portée par des Antillais et des Africains, c'est qu'en fait, cette poésie, elle renoue avec une oralité ancestrale qu'on peut aller collecter encore maintenant sur le terrain en Afrique de l'Ouest. Après, ça va encore, mais je te laisse... Oui, non, bon, c'est très complexe. Le cas de Senghor, c'est vrai que moi, je le prends uniquement dans ses discours sur le langage, puisque c'est mon objet. Et là, c'est vrai que c'est assez étonnant, non pas seulement parce que je pense qu'il ne faut pas personnaliser. Bon, c'est vrai que je le prends, lui, parce qu'il est l'exemple le plus frappant de ces dichotomies entre la raison est Hélène et la passion est nègre. Hein. C'était cette phrase qu'on rappelle toujours, qui est un peu hors contexte. Non, mais je la précise juste, en 1939, donc juste oui. Senghor écrit cet article qui s'appelle « Ce que le noir apporte ouais. », dans un contexte qui est un peu un contexte missionnaire, etc. Et il a cette phrase malheureuse qu'on va beaucoup lui reprocher, qui est « La raison est Hélène, comme l'émotion est nègre, comme la raison est Hélène ». Oui, mais c'est pas seulement cette phrase, en fait, c'est qu'on retrouve dans beaucoup d'autres textes cette opposition, mais il faut la contextualiser du point de vue des dates, je suis d'accord. Mais ce qui est... Non, mais au-delà de Senghor, je pense que c'est pas parce que lui va l'écrire que c'est quelque chose qui est anecdotique. En fait, cette partition entre l'émotion du côté africain et la raison, c'est du côté européen, c'est quelque chose qui va traverser tous les intellectuels de l'époque. Et moi, cette première question qui m'est venue, et cette quête que j'ai faite un peu historique, mais qui n'est pas... Je ne suis pas historienne, donc c'est un travail un peu biaisé où je vais chercher justement les discours qui traversent les personnes, parce qu'on est tous traversés par des discours, et on a tous des moments où on va reprendre un certain nombre de termes dont on ne sait pas trop pourquoi on les reprend. Moi, c'était un jour, dans le nord du Mali, un directeur d'école qui m'avait dit « Nous, nos langues, c'est pour danser et pour faire la cuisine, mais pour penser, etc. » Et ça, c'était dans les années 90. Donc, on voit bien comment ça traverse, en fait, ces partitions et qui viennent pas seulement de la colonisation en tant que telle, elles viennent de conceptions allemandes, parce que alors Senghor lui a beaucoup lu les Allemands, et du coup les chercheurs, et du coup il s'approprie ces partitions, il y croit. Enfin, je veux dire, c'est pas lui en tant que, enfin, c'est pas du tout une accusation. C'est comment les discours nous traversent et comment tous ces intellectuels vont plus ou moins se les approprier. Mais sauf que ce directeur d'école, quand je lui ai dit oui, mais me dire que nos langues sont que des dialectes, en France aussi, il y a plein de gens qui, à chaque fois que je travaille sur le Mali, on me dit « Ah oui, tu travailles sur les dialectes ». C'est un terme qui traverse depuis des siècles maintenant le rapport aux langues africaines et qui est symptomatique d'une conception qui ne peut pas se dire en bambara, par exemple. Et donc, quand si j'avais demandé, enfin, je crois que je lui ai demandé à l'époque, je me souviens plus, mais si j'avais demandé à ce directeur d'école comment il peut le dire en bambara, il pouvait pas, parce qu'il n'y a qu'un seul terme, et l'opposition langue-dialecte, elle est construite, alors pas au moment de la colonisation, elle est construite bien avant, elle va être déjà diffusée par l'abbé Grégoire aussi, qui fait sa première enquête après la Révolution en France pour éradiquer les patois. Il y a aussi de l'hégémonie en France. Bien sûr, donc c'est quelque chose qui est ancré, qui se transmet, mais qui n'est pas innocent. Alors c'est vrai que Senghor, lui, il l'a vraiment écrit, il l'a repris, il l'a thématisé, il a voilà. théorisé. Ouais. Bon, mais c'est juste parce que du coup c'est facile d'avoir quelqu'un qui l'a aussi bien décrit. Donc, mais je pense que c'est aussi au-delà de Senghor quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Le rapport des enseignants. Alors ça s'était calmé un peu dans les années 80, 90, etc. Mais on voit un retour des enseignants face aux pratiques langagières des personnes qui viennent d'Afrique, en France, qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de ne pas parler leur langue à leurs enfants. Moi, j'ai été témoin d'une amie à qui on a dit « Non, mais essayez de parler français à votre enfant et pas bambara ». Et elle a fini par le faire. Avant qu'elle me le dise et que je lui dise mais là il y a quelque chose qui n'est pas normal, l'enfant du coup est complètement perdu et c'est fou, et donc ce n'est pas quelque chose qui est uniquement circonscrit à une période et qui a des effets. Alors en Afrique par contre
les effets ont été bien moindres d'une certaine manière, puisque pendant la colonisation, ça on le dit tous les deux aussi, finalement c'est une petite élite au départ que les colons veulent former. Et donc il n'y a pas une généralisation de l'école en français pour tout le monde à cette époque-là, hein. Enfin je veux dire jusqu'aux indépendances. Après il va y avoir la généralisation. Mais l'hétérogénéité des pratiques langagières au Mali, elle est restée. Et elle n'a pas été, enfin, la conception d'une langue close, de l'ordre de la langue comme ça, il est finalement passé, et c'est là qu'il y a une dimension sociale très importante, uniquement chez les élites, où voilà, ce directeur d'école, par exemple, c'est francophone, mais une grande partie de la population, évidemment, n'adhère pas à ce type de discours. Donc là, on a quelque chose d'une question de presque marxiste, de classe sociale qui se dessine. Dans la violence symbolique dont Vincent parlait tout à l'heure, et cette confiscation, ce monopole du savoir, mais pas seulement du savoir, en fait, du dire, ce monopole de l'expression en tant que geste consacré, laissant des traces, créant de l'archive aussi, produisant de l'archive. Dans cette violence-là, se pose aussi la question de l'auctorialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un auteur et comment on distribue le statut d'auteur. Alors, Cécile Canu, vous avez travaillé pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi, et aujourd'hui encore, auprès de populations roms en Bulgarie. Et je voudrais qu'on puisse évoquer cette expérience de longue durée. C'est quoi, 25 ans, 30 ans 15 ans. 15 ans, pardon, je m'enflamme un peu. Je pensais un peu plus. Presque. Oui, presque 20 ans quand même, Stefka. Donc avec une femme rome que vous n'appelez pas votre enquêtée. Les chercheurs en sciences sociales disent mes enquêtés. Alors Cécile, pas du tout en l'occurrence, qui s'appelle Stefka, Stepanova Nikolova. Et qui vit dans le quartier de Nadejda en Bulgarie et qui est devenue autrice, tandis que une rencontre s'épaississait entre vous deux, c'est-à-dire d'être non pas cet objet de savoir, mais cette co-autrice d'un récit sur elle que vous avez traduit. Alors, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais je suis ravie parce qu'en fait, quand je lisais le livre de Vincent, j'ai beaucoup pensé à Stefka. Moi aussi. Et ben voilà. En fait, sur le rapport, parce que c'est là beaucoup plus récent, mais bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais effectivement, avec Stefka, c'est une rencontre. Enfin, d'ailleurs, je ne conçois pas finalement, en vieillissant, c'est ce qui est bien, c'est qu'on change aussi dans la manière de percevoir, enfin, d'organiser notre travail. Et donc, après toute cette expérience au Mali et tout ce que j'ai fait, j'ai décidé de ne pas enquêter, justement, de juste vivre avec des gens et de compter sur le hasard. Et le hasard m'a amené dans ce quartier après un long périple. Enfin bon. Et donc Stefka, qui elle, m'a dit, c'est ici que tu dois rester. Donc je suis restée avec elle, enfin toute la famille, parce qu'elle n'est pas toute seule. Et un jour, elle m'a montré ses cahiers, des cahiers qu'elle écrivait... Enfin, des textes qu'elle écrivait sur son quartier. Et j'ai dit, voilà, c'est pas à moi d'en parler et que là, il y a quelque chose. Et donc, on a traduit, elle n'a pas voulu publier en Bulgarie, en bulgare, elle a voulu publier en français, bon, puisque c'était le hasard que ce soit moi. Mais, et donc, un livre qui est difficile à trouver, qui est chez Petra. Oui, qui s'appelle La vie d'une femme rome, d'une femme tzigane, rome entre parenthèses tzigane, parce qu'elle hésitait là aussi sur les dénominations entre rome et tzigane. Bon, on pourra en reparler plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on a publié ce livre, la réaction de tout type d'institutions, et notamment elle était invitée, parce que Petra était au Salon du Livre, elle était invitée en France. L'Institut français, à l'époque, ils ont changé, ils ont fait une semaine justement autour des Roms cette année, mais à l'époque, a dit non, mais c'est pas vraiment une écrivaine. Et on cherchait, alors elle a un style très marrant, elle met des tirets beaucoup, c'est une manière pour elle, je sais pas, elle l'explique pas, mais elle dit qu'elle aime écrire comme ça. Et sans cesse, ces objets devenaient des signes. On cherchait dans les textes, justement, des signes de sa non-appartenance à l'espace littéraire. Et donc, sans cesse, mais même des gens proches de moi, que je connaissais depuis longtemps, il y avait un déni complet de doctorialité, justement. Elle ne pouvait pas être auteure parce qu'elle était rome.
Et ça, je l'ai retrouvé après avec d'autres auteurs dont on a caché qu'ils étaient roms en Bulgarie et qui aujourd'hui, je sais pas, sans cesse, on va... mais c'est pas que les Bulgares, hein, c'est partout vis-à-vis des Roms, sans cesse ramener l'impossibilité d'être auteur à la condition rome. Donc bon, c'est vrai qu'il y avait vraiment... j'y pense. Oui, parce que vous, Vincent, vous racontez comment la catégorie littérature autochtone, littérature indigène, a sédimenté. Et ça a aussi enfermé des auteurs, non pas dans une subjectivation et une politisation d'un devenir sujet politique écrivant, mais plutôt comme une sous-classe d'écrivains qui n'en sont pas vraiment. Oui. Bah, en fait, oui, donc la situation générale, donc c'est une situation dans laquelle on donne la parole et en fait, non pas qu'on la retire, mais on donne la parole sans donner la responsabilité du discours. Parce que c'est ça un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui est responsable de son discours, c'est quelqu'un qui peut répondre de son discours. Par quoi ça passe ? Alors, par quoi ça passe ? En fait, qu'est-ce qui fait qu'un auteur devient un auteur ? Il y a un exemple que j'évoque là. Par exemple, vous avez cet auteur malien qui s'appelle Abdoulaye Sadji, qui écrit d'abord à la demande des autorités coloniales une longue étude sur la tradition orale. Ça s'appelle « Ce que dit la musique africaine ». Alors ça paraît dans le bulletin d'enseignement de l'Afrique occidentale française en 1936. C'est assez long, ça fait 50 pages. C'est présenté comme un curieux morceau par les autorités, mais qui trouvent quand même que c'est révélateur des progrès et des possibilités intellectuelles des Noirs, en fait, puisque c'est comme ça qu'on dit, et des progrès de la mission civilisatrice française. Et donc... Il faut dire merci. Voilà. Et en fait, donc là, c'est une façon de dire, en fait, donc évidemment, Sadji est l'auteur, si vous voulez, mais le contexte dans lequel son discours est édité, tout simplement, lui retire ce statut d'auteur. Puisqu'en fait, on voit ça non pas comme une contribution à l'étude de la tradition orale africaine, mais comme un exemple, ou comme une preuve, comme une illustration des progrès de la mission civilisatrice. En revanche, quand Présence africaine, en 1985 ou 86, c'est-à-dire 50 ans plus tard, republie et fait un livre avec ça, Abdoulaye Sadji, Ce que dit la musique africaine, et que ce livre est, recensé par des ethnologues, objet de discussion dans les cahiers de la société, le cahier des africanistes, etc. Alors, Abdoulaye Sadji, qui d'un bout à l'autre aura été le scripteur, mais dans un premier cas, il est considéré comme une sorte de bon élève dont on montre la copie, si vous voulez. Dans 50 ans plus tard, on le considère comme un auteur, c'est-à-dire responsable de son discours, avec qui, du coup, on peut ne pas être d'accord. On peut dire aussi, il se trompe, sa position, elle est biaisée, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce qui fait un auteur ? C'est plusieurs choses. C'est un nom, une signature, mais c'est aussi un dispositif de réception qui rend l'accueil possible et l'attribution d'autonomie. C'est l'attribution d'autonomie. Et aussi, ce qui est bien clair aussi, c'est de sujets parlants. C'est-à-dire qu'une personne avec laquelle on peut discuter, parler. C'est pour ça que la parole est très importante. Parce que c'est aussi l'idée qu'il y a échange, alors que dans ces cas-là, il n'y a pas de possibilité d'échange aussi. C'est ça. Adresse. Et il y a une adresse. Enfin oui, et il y a mais la possibilité vraiment. Il y a interlocution. D'interlocution, voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il y a un déni total d'interlocution. Et qu'on va retrouver aussi dans le rapport au langage. Oui. Et en même temps, l'un comme l'autre, ce que vous montrez, c'est des ruses, des marges de manœuvre, une autonomie des sujets qui vont, malgré l'assignation à ne pas être auteur ou à être un certain type d'auteur, qui vont quand même déployer des façons de faire qui vont leur permettre d'advenir comme sujet parlant, sujet écrivant, sujet pensant. Et vous avez en commun la même méthode finalement pour faire advenir ça, c'est de ne pas se fier seulement au texte ou au contexte, mais alors là ça va jargonner un peu, mais ils vont s'expliquer, ce qu'on appelle la méthode indexicale. Alors je vous laisse, qui veut commencer sur à la fois les ruses et puis en même temps
comment on arrive à les faire, à les extraire du corpus et des archives. En fait, d'abord, il faut voir que cette situation-là, elle est éprouvée par ces sujets-là. C'est-à-dire qu'ils savent, ils sentent que... et donc, ils essaient de s'extirper quand même. Enfin, ils sentent quoi? Qu'ils ne sont pas dans le canon? Oui, non, ils sentent qu'en fait, que leur discours n'est pas pris au sérieux. Et donc, en un sens, pour certains, le recours à la littérature ou le recours à la fiction, ou pour, par exemple, Paul Azoumé, qui est un auteur auquel je m'intéresse, un auteur très, très méconnu, complètement oublié, pour des tas de raisons, en particulier parce qu'il était très francophile et très, très partisan de la colonisation. Mais Azoumé, c'est quelqu'un qui va écrire un grand roman historique sur l'histoire du Dahomey précolonial, qui s'appelle Dogissimi. Et en fait, je pense que pour lui, le recours au roman historique, c'est une façon d'échapper à ces logiques d'assignation qui font qu'en fait, il n'est jamais complètement pris au sérieux. Donc lui, s'il veut tenir un discours à la fois sur l'histoire du Dahomey, sur ce que le rôle des élites, le rapport avec la France, etc., ça fait partie de ces stratégies, en quelque sorte, ou de ces, je ne sais plus comment vous avez dit, là, de ces ruses ou de ces marges de manœuvre qui sont construites. Par ailleurs, il faut aussi se souvenir que nous, on voit ça, on a l'impression qu'ils sont rivés à ce statut d'objet de discours et non pas de sujet parlant. Mais en réalité, localement, ce sont quand même ce que je veux dire, c'est que c'est notre point de vue à nous qui les conçoit comme ça. Il ne faut pas oublier quand même que Abdoulaye Sadji, Paul Azoumé, Moussa Travelé, c'était localement des figures d'intellectuels et d'auteurs. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un espace public intellectuel. Alors, évidemment, au début, c'était tout petit, mais c'est autonome. Voilà, autonome. Enfin, qui s'est progressivement constitué et qui, en fait, est, on peut dire, le germe des indépendances africaines. Mais très tôt. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous ces instituteurs, tous ces membres des élites lettrées qui étaient constamment ravalés au rang de témoignages des possibilités intellectuelles ou de je ne sais pas quoi, ils discutaient entre eux. Ils échangeaient, et donc il y a quand même progressivement un espace public colonial qui se constitue loin de Paris, qui se dote d'une forme d'autonomie, d'efficacité, et qui va être quand même le terrain où vont s'affirmer de plus en plus des voix de plus en plus autonomes. Mais qu'est-ce qui fait capital, là, dans ce champ autonome? Parce qu'on voit bien, quand vous décrivez le champ littéraire européen, français, vous décrivez un champ et ses frontières, des effets de frontières, des effets de marge, de franges, de fausses monnaies qui s'échangent, de prestige, de distribution de prestige, etc. Mais s'il y a un champ littéraire autonome, du coup, est-ce que ce qui fait ressource et ce qui fait capital pour advenir comme sujet écrivant, ça va être les mêmes ressources et la même qualité de ressources, exactement ou autre chose? Est-ce que ce champ littéraire autonome, il est siamois ou il s'autonomise sur d'autres monnaies? C'est pas vraiment un champ littéraire, parce que d'abord c'est le français. C'est le français, hein, donc c'est pas un champ littéraire. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, un espace, vous avez un espace où des gens qui viennent du c'est aussi une distribution de prestige sur des capitaux, oui, même alors, dans un espace. Bien sûr. Alors évidemment, ce sont des élites et qui sont elles-mêmes condescendantes avec, quelqu'un comme Moussa Travelé, c'est quelqu'un qui parle constamment des indigènes en précisant qu'il n'en est pas un lui-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un espace francophone d'échange. Entre des gens qui viennent donc du Dahomey, aujourd'hui on dirait du Bénin, du Sénégal, etc., mais dans lequel ces auteurs-là ont le statut d'auteur, si vous voulez. Et donc c'est aussi notre point de vue, franco-centré, qui nous conduit à oublier ça. Quand on dit oui, Azoumé... moi-même, je vous ai dit oui, Azoumé, tout le monde, personne ne le connaît. C'est pas vrai. Au Bénin, il y a des écoles Paul Azoumé. Paul Azoumé, il est très connu au Bénin, si vous voulez. Donc il y a aussi ce biais-là qui consiste à croire que, sous prétexte que ça n'a pas été sanctifié ou par
par Paris, si vous voulez, ces auteurs-là n'en seraient pas. Non, Fili Dabo Sissoko, au Mali, il est connu. Il est connu, il a une autorité, il est considéré comme fondateur de la littérature malienne, même si en France, on dit personne, on le considère comme on ne le connaît pas, quoi. Non, mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'il y a certains auteurs dont on ne parle jamais. Par exemple, on en parle en tant qu'auteur. Par exemple, Mongo Betty, je pensais à lui, même si c'est plus tard. Tout le travail de la revue Culture Noire, Culture Africaine, Culture Noire, c'est quand même quelque chose qui a été aussi complètement effacé depuis Paris, depuis la France, mais qui, et encore aujourd'hui, il y a peu de personnes qui rendent compte de ce qui s'est écrit à ce moment-là dans cette revue, qui est quand même incroyable, et qui fait que la perspective de silenciation, d'effacement des auteurs, etc., elle est vraiment, comme vous venez de le dire, tout le temps un point de vue extérieur. Alors que dans les pratiques, alors c'est difficile parce qu'on n'a pas de traces des pratiques langagières de ce qui s'est passé. Enfin, ce que vous dites sur le poète, je ne sais pas comment on prononce. Rabé Rivel. C'est très intéressant parce que là, on voit vraiment. Enfin, vous décrivez. C'est le Rimbaud malgache. Voilà, le Rimbaud malgache. Moi, je ne connaissais pas, mais je trouve ça donc intéressant. Il naît début 20e. Il est en 1901, ouais. Comment se constitue justement cet espace littéraire dans ce pays autour de, enfin, et ce qu'il en est de sa position. Enfin bon, c'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça renvoie aussi à toutes ces pratiques langagières, discursives qu'on peut trouver aujourd'hui, parce que là, à l'époque, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on a quelques traces, j'imagine, mais on n'a pas cette vision depuis les pays africains différents. Bon, à chaque fois, c'est particulier, mais en tout cas, pour le Mali, pour ce que je connais, on voit bien aujourd'hui que la puissance de résistance, on peut l'appeler comme ça, c'est peut-être un terme un peu fort, mais quand même, qui est... Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Scott, mais quand même de ce script caché, c'est-à-dire où on va vraiment comment les personnes détournent par la ruse, même dans toute pratique langagière institutionnelle, comment les pratiques par exemple, pour critiquer un certain nombre de personnes, des colons, ou après, plus tard, parce que pour les colons, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais plus tard, justement à l'oral et pas dans les écrits, fait que ça a éclaté au Mali récemment, puisque là, ça s'est révélé politiquement comme une position anti-française, etc. Donc ça, c'est très récent, mais c'était larvé depuis très longtemps, avec des tas de pratiques de ruse qui font que souvent notre regard, effectivement, est biaisé quand on le voit qu'à travers l'écriture et qu'à travers un point de vue extérieur. Donc c'est important de rendre compte, par exemple, là, de ce poète qui va sans cesse traduire. C'est quelque chose là, qui s'est fait beaucoup. Ngugi wa Thiam, il y a eu énormément de pratiques qui ne sont pas du tout connues dans les langues ou dans les pratiques langagières africaines, qui sont aussi très très fortes. Bon, rien que la poésie Tifinagh des Touaregs, par exemple, qui est quelque chose de fondamental, dont on n'a pas du tout... très peu parlé aussi. Donc c'est vrai que ce point de vue qui nous occupe, nous en plus en tant que Français, c'est compliqué parce que c'est pas des positions simples. Sur les questions décoloniales, il y a maintenant aussi tout un ensemble. Moi je suis très inspirée par exemple d'un auteur africain qui, il y avait Mundimbe qui est très connu, mais aussi des gens moins connus qui travaille, c'est pas un auteur là, c'est un chercheur sur la manière, la manière avec laquelle on a inventé les langues en Afrique, on les a construits par le biais des missionnaires, etc. Et c'est vrai que on se rend compte à quel point nos points de vue sont situés, même si on est toujours dans des phases de déconstruction, sont quand même biaisés de ce point de vue-là. Mais puisque vous citez John Scott et les stratégies de résistance cachées, est-ce que, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de traduction jusqu'à présent, la traduction ou l'édition, la publication de recueils bilingues, par exemple. Alors, il faut d'énormes guillemets pour Rimbaud malgache, parce que j'ai lu Vincent Debanne, donc je sais maintenant qu'on se trompe quand on dit le Rimbaud malgache et que c'est pour de mauvaises raisons. Mais donc, alors je vais mal le prononcer, Rabé Rivel, ouais. Il finit par publier de la poésie bilingue. Est-ce que ça, c'est une conformation
à un ordre colonial de la langue, ou est-ce que c'est un geste de subjectivation? Jusqu'où? Enfin, moi, je crois pas. Et jusqu'où c'est de la traduction? Voilà. Donc, 2 mots donc, sur ce poète malgache qui, quand même, est oublié, mais de moins en moins. C'est-à-dire, quand on dit oublié, en fait, déjà... Il a été beaucoup méprisé. Ouais, qui a été méprisé et qui s'est suicidé, effectivement. Qui s'est suicidé. Alors, le mythe de la négritude va faire de lui un martyr de la situation coloniale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait absolument venir à Paris, qui ne cesse de rencontrer l'hostilité des autorités coloniales malgaches. Et c'est Léon Gontran Damas qui va aussi construire son mausolée. Voilà, c'est ça. Alors, Damas, en particulier un texte de Damas 10 ans plus tard, qui va vraiment faire de lui ce martyr de la situation coloniale. Donc, Rabé Arrivel, c'est un auteur qui commence par... C'est quelqu'un qui traduit, d'abord. C'est quelqu'un qui traduit tout le temps. Il traduit Baudelaire, Valéry, Rimbaud en malgache, et il traduit aussi du malgache vers le français. Et puis, il écrit de la poésie en français. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette... Et c'est quelqu'un qui est complètement conscient de ce qui se débat dans les questions de reconnaissance, qui est très, très sensible à la question de la reconnaissance, du statut. Est-ce qu'il est un poète? Est-ce qu'il est reconnu comme poète? Il a des correspondances avec plein de poètes français, tout en quittant jamais Madagascar. Et donc, il y a cette phase de sa vie, 2 ans avant sa mort, pendant laquelle qui m'a complètement fasciné, parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, on sort un tout petit peu de ces situations piégées, de écrire dans la langue du colon, de ne pas écrire dans la langue du colon, à qui on s'adresse, etc. Il a cette... pendant 1 an, il écrit une poésie, donc c'est pas moi, l'expression bilingue, en fait, est celle de Claire Riffard, qui est une spécialiste. Il écrit simultanément des poèmes. En fait, on a les manuscrits, il a sa page, il met un trait, et il écrit un poème en malgache, il le traduit en français, et ensuite, traduisant en français, il corrige le malgache. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus un original. Chaque version est tour à tour l'original de l'autre. Et donc, c'est vraiment une création dans les 2 langues en même temps. Et c'est un cas vraiment unique. C'est pas l'inceste aussi. Du coup. Oui, alors, et donc les spécialistes ont montré qu'il y avait des campagnes d'écriture, c'est-à-dire que quelquefois il commence en malgache, il traduit en français, il revient en malgache, puis il revient en français. Quelquefois c'est l'inverse, il commence en français, il revient en malgache, etc. Il invente des mots, il essaie de faire correspondre. Alors des fois ça donne des résultats très bizarres pour un malgache. Ma compétence n'est pas assez grande pour pouvoir juger, mais je pense qu'il y a des bizarreries en malgache. En tout cas, il y a des bizarreries en français, parce que c'est des... voilà, mais c'est une création, alors pour le coup, complètement d'une originalité vraiment folle. Assez difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même assez difficile. C'est envahi d'une culture malgache avec des références qu'on n'a pas. Mais pour le coup, c'est une tentative... alors voilà, il y a quelque chose d'un peu fascinant, tragique aussi dans le fait que cet homme-là se suicide, mais aussi évidemment pour sans doute d'autres raisons que l'absence de reconnaissance. Mais voilà, il écrit ces 2 poèmes, ces deux recueils qui maintenant sont connus. Et je pense qu'en fait, l'histoire, on l'écrit. On continue à l'écrire. Je pense qu'en fait, Rabé Arrivel est appelé à devenir véritablement une œuvre marquante de la poésie française, et pas que française, des années 30, je pense. Cécile, vous dites qu'il faut... vous écrivez qu'il faut déconcentrer la langue, repenser le sens donné à la parole. Et je trouve que vos 2 derniers ouvrages, on peut les lire aussi avec en tête ce que Michel de Certeau pouvait écrire à chaud en 68, au moment des événements, juste après les événements. C'est un livre qui est très connu, qui s'appelle La prise de parole, avec cette phrase... presque un peu tarte à la crème, mais que je vais quand même dire qu'on a pris la parole comme on prendrait la Bastille, et je l'écorche un peu, mais on voit bien le parallèle entre prendre la parole et prendre la Bastille, c'est-à-dire, de Certeau disait que 68 était une révolution de la parole, mais on peut le dire aussi finalement des révolutions du 19e, non pas seulement parce qu'il y a une subjectivation dans la prise de parole, mais aussi parce que la langue elle-même finit par dire autre chose, d'autres mots, des mots, on s'empare, les acteurs, les actrices, notamment les actrices, s'emparent de mots pour réencoder ces mots-là, les recharger politiquement différemment. C'est déjà un dépaysement à l'époque, au 19e. Cet ensauvagement, c'est pas seulement un rapport à l'hétérogénéité, à la faute,
avec cette expression la faute, qui est à la fois avec une empreinte scolaire et morale. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette déterritorialisation de la langue? Oui, alors j'avais écrit justement sur cette question de Desserteau et j'avais écrit un texte là-dessus parce qu'effectivement ça fait écho. Je ne le connais pas. Ah oui, non mais c'est bien parce que c'est effectivement la question de la production du sens. Et je pense que là aussi il y a des liens, c'est-à-dire ce qui nous intéresse c'est comment le sens sans cesse est rejoué, retravaillé, et qu'il n'y a pas une opposition signifiée avec un sens, etc. Ou bien, c'est une critique très claire pour moi du structuralisme aussi, hein, dans sa manière de considérer le langage de manière très systématique, même si ça demanderait beaucoup d'explications. C'est-à-dire que la langue n'habite jamais nulle part, elle est toujours déterritorialisée, comme chez Deleuze et Guattari, par exemple. Et elle est toujours mise en jeu dans les actes de parole. Donc, sans cesse, dans une interaction, le malentendu, on dit toujours, finalement, l'acte de langage, la pratique langagère n'est qu'un incessant malentendu, où on est sans cesse en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir dire? Quel est le sens qu'elle met derrière ces termes? Parce qu'on ne fait que ça tout le temps. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut un petit peu, c'est pour ça que je dis provincialiser la langue, c'est-à-dire l'éloigner un petit peu, ce carcan qu'on nous impose depuis tout petit à l'école, où il faut maîtriser cette langue absolument, ce monument et cet ordre, etc. Parce qu'il y a aussi des incidences claires du point de vue social. C'est-à-dire que maîtriser la langue, c'est soi-disant faire preuve d'une appartenance à une catégorie sociale qui fait qu'on devient plus intelligent si on maîtrise la langue, si on ne fait pas de faute d'orthographe. La correction. La correction. Et donc, en fait, si on éloigne cette histoire qui vient de loin, qui vient de très loin du XVIIe siècle, on pourrait dire presque, et qui s'est inscrit dans une conception du langage qui a des fins complexes aussi, mais notamment de contrôle de la parole, parce qu'il y avait le contrôle là, même l'effacement de la parole des indigènes. Moi, je mets toujours les guillemets, mais il y avait, c'est quelque chose qui s'est inscrit aussi en France vis-à-vis d'un tas de populations qu'il fallait élever au statut de... Alors après, toutes sortes de types de statuts. Mais du coup, la question du sens... donc avec notre méthode, on n'a pas répondu sur l'indexicalité, mais peu importe, c'est des manières différentes de concevoir cette production du sens. C'est-à-dire de ne pas référer à uniquement une manière du symbolique. Bon, j'essaye d'être un peu plus claire parce que c'est un peu compliqué, mais non pas uniquement de référer à un sens qui serait déjà inscrit, que tout le monde connaîtrait, parce que ça ne marche pas comme ça, mais de voir en quoi dans les pratiques langagères, à l'intérieur de nos discours, on renvoie à des productions de sens antérieures qui ont déjà été éprouvées ou qu'on transforme. Et la question, c'est le moment de la transformation. C'est-à-dire, pour les personnes dont on parle, c'est-à-dire ce moment où il va y avoir justement des bougées, des manières d'utiliser le langage en dehors de cet ordre. Et c'est ce que tout le monde fait tout le temps. C'est ce qui se passe dans le rap aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans plein dans plein de manières de parler. Moi, j'en parle beaucoup, par exemple, du Nouchi de Côte d'Ivoire, parce que c'est l'exemple quand même le plus intéressant où, en fait, tout est... alors, si on part d'un point de vue linguistique, on dirait que tout est mélangé. En fait, c'est une pratique langagère hétérogène, mais qui, en plus, n'a de valeur que par sa transformation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un essaye de décrire le Nouchi ou de vouloir, même en Côte d'Ivoire, à un moment, ils ont voulu en faire la langue un peu nationale de la Côte d'Ivoire, etc. Et là, tout de suite, les Nouchimans ont dit, qui étaient au départ des vagabonds, des gens qui ont inventé cette manière de parler, on dit, mais surtout pas. Et du coup, ils la retransforment systématiquement. C'est pas tant pour qu'elle soit cachée, que ce soit une manière de parler qui ne soit pas comprise par les autres, c'est juste parce que
la définition même de cette pratique langagière, c'est d'être dans un devenir, pour continuer sur Deleuze, permanent. C'est-à-dire d'être toujours détériorisé, justement. Et alors, sans aller jusqu'à cette pratique-là qui est vraiment explicite de ce point de vue-là, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et donc, la langue, en ce sens, n'a toujours existé que pour contrer cette inventivité, cette hétérogénéité, ce rapport extrêmement aussi sensuel qu'on a à la manière de parler, aux voix, au corps, etc. Donc le langage, c'est pas que une langue desséchée qu'il faudrait transmettre. Fossilisée. Enfin, on utilise tous les mots qu'on peut. Je vais poser une dernière question à Vincent Debanne. Préparez vos questions. On va passer à un échange avec vous juste après. Finalement, en sciences sociales, ne serait-ce qu'en anthropologie, mais pas seulement, pour pas faire d'extractivisme. Est-ce que finalement la position du chercheur aujourd'hui, c'est pas celle d'une... Vous savez, il y a les recherches de provenance pour les biens et les biens ancestraux ou les biens spoliés. Est-ce que finalement, il faut faire une recherche philologique de provenance, une recherche langagière de provenance, mais justement pour remettre le sens au cœur de l'objet, au cœur de ce dont il s'agit? Oui, en fait, c'est drôle que vous parliez de ça parce que il y a ce numéro de revue qui s'appelle... La revue s'appelle Gradiva, c'est la revue du musée du Quai Branly. Et ce numéro de l'automne dernier là, qui est sorti, dont on a beaucoup parlé et qui est absolument génial, qui s'appelle Paroles spoliées. Et la question, c'est précisément celle-là, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut poser à propos des actes de langue, des paroles, est-ce qu'on peut poser à propos des paroles ces questions qu'on pose à propos des biens africains qu'on trouve dans les musées, en se demandant d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'on leur a fait, est-ce qu'ils ont été donnés, prêtés, volés, captés, etc., etc. Est-ce qu'il faut les rendre, sous quelles conditions, etc., etc. Et donc, vous avez à qui ils appartiennent. Et à qui ils appartiennent. Alors évidemment, pour une parole, c'est pas tout à fait la même chose que pour un objet. C'est-à-dire qu'un masque rituel, s'il est arraché à son lieu d'origine, en particulier s'il est volé par des colons pour devenir un objet, un chef-d'œuvre au pavillon des sessions au Louvre, c'est pas la même chose que si une parole rituelle devient un poème. Mais il y a quand même quelque chose un peu du même ordre. C'est-à-dire, quand on va lire des poèmes surréalistes, des poèmes dada, qui en réalité sont des poèmes que les dada et les surréalistes ont été trouvés dans des revues d'ethnologie, quelle est cette transformation? Donc oui, je pense qu'il faut faire des recherches de provenance à propos aussi des textes et essayer de comprendre comment ils ont été, quelles ont été les conditions premières de leur apparition, de leur énonciation, et dans l'optique aussi, non pas d'une restitution, parce qu'il n'y a rien à restituer, mais dans l'optique d'une réappropriation de ces chants, de ces pratiques verbales captées en situation coloniale. Merci Vincent. Un micro va circuler. Merci de votre écoute attentive d'ores et déjà. On va voir la crèche. On va voir. Non, ça va. Elle m'a donné ça, là. Non, c'est tout bon. Mais toutes tes jambes, maintenant, vas-y, moi, ça va. On vous écoute, on a très très froid sur scène. Ah voilà, merci beaucoup pour le plaid. Non, ça ira. À nous. On vous entend pas? Une toute petite seconde de patience. Bonjour, Bonjour. Cette fois on m'entend. Merci beaucoup pour ce dialogue à trois, passionnant. Je parle depuis le point de vue d'une anthropologue, donc j'ai un lourd passé Les masques tombent. Disciplinaire de domination. Et je voudrais revenir sur plusieurs choses que vous avez dites, notamment à un moment donné dans la discussion, vous avez évoqué le terme d'interlocution. Or,
vous avez aussi mentionné que dans les sciences sociales, on a des enquêtés et des informateurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, on utilise plus volontiers, ou en tout cas c'est mon cas, le terme d'interlocuteur. Donc c'était la première chose que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en face de soi, on n'est pas des les anthropologues d'aujourd'hui, ou en tout cas certains anthropologues d'aujourd'hui ne sont pas des extracteurs de parole, mais des personnes qui sont complètement dépendantes de la volonté d'autrui à communiquer et à dialoguer, comme Vincent Deben, vous le disiez, à propos de l'anthropologie américaine, qui est plus dans le dialogue. Cécile Canu refuse le mot d'enquêter. Oui. Est-ce que vous avez une question ? Oui, non, je voulais vous faire réagir justement sur quand même cette évolution de l'anthropologie, ou d'une certaine anthropologie, vers des dimensions plus d'interaction, d'interlocution, plus respectueuses du fait que... en fait, on dépend complètement de la relation qu'on a avec autrui pour rendre compte d'un savoir. Et finalement, notre savoir est toujours intrinsèquement dépendant de ce qu'on veut bien nous dire. Voilà. Bon, non, juste rapidement. Oui, donc on est évidemment d'accord, mais en fait, il y a quand même une tradition française, notamment par l'ethnologie ou l'ethno-poétique, qui est un peu différente de celle des États-Unis, où, par exemple, en France, on a très peu d'anthropologues du langage. On les compte sur les doigts de la main, des collègues avec lesquels je peux travailler, parce qu'en fait, moi, je suis quand même aussi plutôt dans la linguistic anthropology des États-Unis, mais cette question de l'interlocution, elle a été très longue à venir. Et après, une fois qu'on a, et bien évidemment, je récuse, et la notion d'interlocution aussi, elle s'est imposée en France par Bertrand Masquelier, qui est un des grands anthropologues du langage français, mais dont on va faire paraître justement un livre avec tous ses travaux. Mais la question même on n'a pas reparlé de ça, mais il y avait un élément très bien, c'est l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute ? Parce qu'on peut aller sur le terrain, moi j'ai déjà fait avec une anthropologue du langage, Cécile Legui, et être toutes les deux dans une apparente écoute égale, etc. Et en fait, quand on est rentré le soir, on n'avait pas du tout entendu et vu les mêmes choses. Donc la question, c'est certes l'écoute, mais c'est aussi tout un travail sur le regard, l'écoute de notre part. Et ça, on peut être des chercheurs. Moi, j'avais un ami malien aussi qui avait fait presque le même type d'enquête que moi. Il avait des résultats totalement inversés. Donc c'est aussi qui écoute, comment... Enfin bon, vas-y. Non, mais moi je voulais juste préciser quelque chose, qu'en fait, je pense que c'est... mon propos, c'était pas du tout... C'est certainement, moi je suis un grand défenseur de l'anthropologie et des pratiques anthropologiques, si vous voulez, quelquefois contre les ethnologues eux-mêmes, qui ont la fâcheuse tendance à se tirer des balles dans le pied. Parfois, les dérives de la réflexivité. Voilà, c'est ça, c'est un peu les dérives de la réflexivité. Donc moi, je jette pas du tout le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est un travail d'histoire, si vous voulez. Moi, je travaille sur la naissance de l'ethnologie africaine. Sur les discours africains. Mais disons que ce qui m'occupe, c'est la naissance de l'ethnologie africaniste et tous ces impensés coloniaux qui informaient la discipline dans ces années-là. L'anthropologie aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est vraiment tout autre chose. Et en fait, et puis il faut bien le dire, dans toutes les sciences sociales, au fond, à la fin, j'ai une conclusion où je m'adresse plutôt aux sociologues et aux historiens, parce que s'il y a vraiment une discipline qui est sensible à ces questions-là, c'est l'anthropologie. Je pense beaucoup plus que la sociologie, beaucoup plus que l'histoire. S'il y a une anthropologie qui est sensible à la question de la violence symbolique, ils ont des raisons, les anthropologues, d'être sensibles, mais bon, ils ont été... mais je pense que... et par ailleurs, je pense que l'anthropologie, si vous voulez, en général, alors pardon de cette grande généralité, mais c'est une discipline qui est d'une inventivité assez incroyable. Donc non, moi c'est pas du tout j'ai pas du tout un discours antidisciplinaire. Au contraire, moi je suis un grand fan de tout ce que font les anthropologues. Après, l'anthropologie a aussi irrigué chez les historiens, chez les sociologues aujourd'hui. L'ethnographie historique même existe. On vous écoute, madame. Oui, donc tout d'abord merci. J'ai beaucoup appris. Alors j'ai disons, en premier lieu, une association à partir de ce que vous avez dit, et je me demande si j'ai bien associé.
et aussi ensuite une question. Alors, en premier lieu, c'est par rapport à l'abolition du terme indigène. Qui d'ailleurs m'a fait associer avec ce que vous avez dit en fin de parcours par rapport justement à tout ce qui a été dit à un moment sur retirer les statuts, les retirer tout ce qui était colonial de l'espace public français, en l'occurrence, ou plutôt métropolitain. Et donc, ce que j'ai associé, c'est que finalement, ce serait illusoire et que ça serait faire fi des retours du refoulé. Alors, je pense, moi, je connais pas bien. C'est aussi les résultats de l'histoire. Je connais pas bien les auteurs africains en dehors de l'Afrique du Nord. Et j'ai donc pensé, et c'est pour introduire ma question, à deux sujets algériens parlants. Tout d'abord, Khatab Yassine, qui a dit que pour lui, le français, c'était un butin de guerre. Et aussi un autre auteur, un écrivain, même s'il n'est pas toujours reconnu, Frantz Fanon, qui reste un auteur violent, et pas simplement à cause de la préface de Jean-Paul Sartre. Venez ce soir, c'est l'objet de la discussion à 19h, y compris les malentendus autour de la réception de Fanon. Ma question, c'est qu'il m'a semblé que ce que vous disiez, en tout cas ce que vous reteniez de ce qui se passe au Mali et actuellement aussi en Algérie, c'était quelque chose qui s'opposerait à un préalable, à une rupture par rapport à l'héritage français, pour dire les choses rapidement. Hein. Et alors, pour moi, ma question, c'est est-ce un début de déconstruction des restes de la période coloniale, ce qui serait effectivement un bienfait, ou est-ce encore le fait colonial qui continue à faire ses effets? Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'est difficile, on n'est pas non plus dans des prédictions. Ce qui se passe au Mali, en tout cas aujourd'hui, pouvait être prévisible. C'est-à-dire que... on ne peut pas dire d'ailleurs ce qui se passe au Mali, parce qu'il y a plein de choses différentes qui se passent au Mali. On ne peut pas parler des Maliens en général. On ne peut pas parler de manière très large, très générale. Ce qui se passe, en tout cas, dans certains discours que l'on peut en percevoir ici. Moi, je suis retournée au Mali un petit peu, mais pas depuis le coup d'État. Et donc, ce qui est évident, c'est qu'il y a une remise en cause, moi, pour ma partie, en tout cas, des statuts des langues, notamment. Dans la nouvelle constitution, le français est devenu langue de travail. Alors c'est intéressant parce qu'il est passé du statut de langue officielle à langue de travail. Donc dans les politiques linguistiques, on dit toujours elles sont symboliques parce qu'il y a par exemple beaucoup de langues qui sont reconnues comme langue nationale. Au Mali, il y avait 13 langues nationales. Elles sont devenues langues officielles. Mais donc 13 langues officielles, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc en fait, il y a des discours politiques, il y a les discours après très variés selon les catégories sociales, selon les personnes, on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une déconstruction très claire des politiques coloniales qui étaient encore très présentes, de la présence de la France. Enfin bon, ça c'est évident, donc on va plutôt vers une reconstruction d'autre chose, on ne peut pas dire quoi. Mais le rapport que vous faites avec l'Algérie, c'est vrai qu'on a essayé, je pense, on n'a jamais dit l'Afrique au sens large, mais il faut vraiment dissocier les pratiques et les questions qui se sont posées au Maghreb notamment, qui sont très différentes, notamment parce que là, il y a l'arabe qui avait un statut déjà de langue écrite et très important, langue religieuse, etc. Bon. Donc, on ne peut pas... même si ces questions ont été évoquées par Khatab Yassine, par beaucoup d'autres auteurs du Maghreb, de manière très claire, enfin... Kautar Archi a écrit un livre là-dessus qui est très intéressant, donc je vous renvoie à ses ouvrages. Mais pour en 2 mots, si vous voulez, la même idée, mais à des périodes différentes, le même rapport à la langue française émerge. Mais c'est à chaque fois dans des conditions et des contextes et des dispositifs très différents. Mais
on peut pas généraliser. Enfin, là, j'ai l'impression que je généralise et que du coup, ça me convient moins. Mais enfin, bon, après, on peut en discuter plus particulièrement. Je sais pas si... On vous écoute. Oui, merci beaucoup pour vos partages. J'ai 2 questions brèves. La première, c'est que j'avais envie de convoquer la figure de Théodore Monod et de savoir... Pardon ? Ah oui, je suis là. La figure de Théodore Monod qui a pris l'Afrique et certains territoires comme objet scientifique, objet d'étude, mais il me semble qu'il avait un rapport avec des interlocuteurs, avec des homologues en dehors du rapport colonial. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous l'avez croisé dans vos recherches ? Et ma deuxième question, c'est quid des femmes dans cette histoire de l'écrit, de la parole, du langage ? Est-ce qu'il y a des femmes auteurs, autrices de ces zones étudiées ? Vous avez raison, ça aurait mérité une ou des questions qui fassent la place au genre. Oui, pardon. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Alors, concernant Théodore Monod, bon, moi, je résiste un peu, je dois vous dire, en tant qu'historien, si on peut dire quelque chose comme ça, mais à la géographie autour de Théodore Monod. Théodore Monod, donc il a été fondateur, pas fondateur, mais directeur pendant très longtemps de l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire. Et donc, oui, effectivement, on va trouver chez lui autour de lui un discours. Faisant de lui une sorte de promoteur d'une vie intellectuelle locale. Bon, dans les faits, dans la pratique, moi je pense que, et dans ses écrits aussi, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'Afrique qui reste quand même assez condescendant, et dans la pratique de gestion des personnels de l'IFAN aussi, si vous voulez. Donc, voilà. Pardon si je heurte certaines sensibilités, parce que le rapport à Monod, il est pour ça bon aussi parce qu'il y a une tradition protestante pastorale derrière Monod, et donc je sais que le rapport à Monod, il peut être très très intime. Donc je veux pas heurter des sensibilités. Il y a des gens pour lesquels le Méharé est un grand livre, l'Hippopotame et le philosophe est un grand livre, est une sorte de guide de vie. Donc mais disons que voilà, L'homme et l'œuvre. Je suis un peu circonspect, disons, dans l'idée qu'en fait, Monod, par je ne sais pas quelle grâce, aurait échappé aux structures coloniales dans lesquelles il était quand même véritablement inscrit. Alors, pour les et sur le genre. Et sur le genre. Alors, effectivement, moi, le corpus, mais c'est pas de ma faute, mais le corpus sur lequel je travaille, c'est-à-dire le corpus des premiers écrits indigènes, des premiers écrits francophones rédigés par des sujets indigènes, il est masculin. Il est masculin parce que les structures de la domination sont comme ça, si vous voulez. Et qu'en fait, la première école normale de jeunes filles, donc il y a une école normale William Ponty qui est fondée en 1903. Évidemment, on ne se pose même pas la question à l'époque. Il n'y a pas de question qu'il y ait donc c'est évidemment que des garçons, si vous voulez. Et la première école normale de jeunes filles en Afrique de l'Ouest, c'est 1938 à Rufisque. Et en fait, 1938, elle ferme ses portes très vite en 1942, elle rouvre, etc. Donc on a quelques, si vous voulez, quelques exemples de prise d'écriture par des Africaines, mais ils sont tardifs, ils sont très restreints, et c'est véritablement dans les années 60 qu'on aura une pratique scripturaire féminine africaine en français. Donc il y a un peu voilà, mais dans l'histoire de la cause des femmes en Europe, le geste d'écrire, ça passe aussi par la conquête du geste d'écrire et par le fait de se faire reconnaître comme autrice. Alors beaucoup les journalistes à l'époque, au 19e en tout cas. Peut-être qu'on va s'arrêter là pour respecter les horaires, mais ça ne vous empêche pas évidemment de dialoguer et de poser des questions à nos invités. Vous les retrouverez aussi du côté de la librairie sur le terrain un peu plus loin. Merci à vous. Merci à Chloé, merci Emmanuel. de nous lire avec autant d'attention. Merci beaucoup.